Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui, on va traiter un nouvel item 71 sur les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. Avant de commencer, je vais être très honnête avec vous, dans ce podcast, là on est entre nous, je vous raconte ma vie un peu, mais pour cet épisode, au départ, j'avais zéro inspiration. Je trouvais aucune représentation de la vie réelle à utiliser qui me plaise. Je trouvais aucune histoire à raconter, ça me saoulait un peu. Et déjà le dernier épisode, j'ai déjà pris un peu la facilité parce que j'ai sauté l'histoire, j'ai juste un peu raconté l'item comme ça. Mais au final, je me suis dit, si je crée ce podcast, c'est pour aider à mémoriser, pour créer des histoires, pour stimuler mon imagination. Alors au lieu de reprendre des exemples de la vie réelle, je vais créer mon propre monde, ma propre histoire. C'est ça que j'ai toujours voulu faire. C'est ça que je rêve un peu depuis que je suis petit, donc pourquoi pas le faire là. Donc oui, là on va sortir de la réalité, ça va changer un peu de direction. Vous allez entrer dans mon monde en fait, vous allez rentrer dans ma tête pour les prochains épisodes. Il y aura toujours les petites représentations de la médecine, etc. Le but ça reste des moyens mémotechniques, de mémorisation de la médecine. Juste, on sera peut-être moins dans le monde réel, il y aura plus, ça sera plus scénarisé, il y aura un fil conducteur, il y aura une petite histoire à suivre, ça va sortir du réel, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, ceux qui aimaient juste avoir un moyen mémotechnique, normalement, juste ça va demander à plus stimuler votre imagination, mais ça devrait le faire. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on commence. Je vous mets pas trop dans le contexte, vous allez découvrir petit à petit au fil des épisodes dans quel monde on vit. Vous inquiétez pas, ça va se faire tout seul. Et évidemment, on garde Médicis. Je l'ai pas précisé, mais on reste avec Médicis juste dans un autre monde. Donc Médicis était sorti en forêt. Il se baladait et ramassait des champignons sans se soucier de rien. Il faisait beau, le ciel était bleu. Il slalomait entre les arbres, il reniflait une fleur rouge, puis une rose et une orange. Depuis quelques heures déjà, il vagabondait dans cette douce et calme forêt qu'il connaissait par cœur, la forêt des fains. Il tomba sur une chenille. C'était une chenille toute fine, de longueur normale, près de 15 centimètres, mais d'une épaisseur diminuée. Mais d'ici sortit une petite tomate de la taille d'une bille dont les chenilles raffolent. Elle s'approcha, sembla renifler la tomate, mais recula à nouveau. Il prit alors la feuille d'un arbre, plaça de l'eau dessus et la posa devant la chenille. Cette fois, elle se jeta dessus et but toute l'eau d'un coup. Alors, une deuxième chenille arriva. Celle-là aussi était fine. Elle arriva devant la bille de tomate et commença à la manger. Elle la mangea en entier en très peu de temps. Alors Médicée en sortit une deuxième. Et de nouveau, elle mangea tout. Et une troisième fois, encore une fois, elle mangea tout. Ensuite, elle recula un peu et se mit comme à cracher. Elle fit ça pendant plusieurs minutes. À la fin, il y avait comme une flaque d'eau devant elle. Médicis essaya de la stimuler un peu, en la touchant, mais il entendit des craquements. Alors il préféra laisser les deux chenilles là, et continua sa balade. Il arriva à une rivière. Il la suivit sur quelques mètres, puis elle se transforma en cascade. Il trouva un chemin sur le côté, descendit, et vit que la cascade se jetait dans un petit lac. Mais étonnamment, le lac était fermé, il n'y avait aucune rivière qui sortait du lac. Du coup, le niveau de l'eau montait petit à petit. Phénomène assez étrange parce que le lac ne semblait pas être très profond. Mais il s'allongea sur le bord et fit une sieste. Il se mit à rêver. Non pas d'un rêve doux avec le gazouillis des oiseaux et la rosée du matin qui perle sur l'herbe fraîche, mais plutôt une scène de Caire. Il voit des bâtiments d'une architecture qu'il ne connaît pas, complètement écroulés. Il voit des femmes, des hommes, des enfants, par terre, inertes. Il voit du feu, il voit du sang, mais surtout, il voit un homme, debout, sur une zone en hauteur, les bras tendus devant lui, avec une sorte de fumée entre le bout de ses mains et les corps gisant au sol. Il semble aspirer leur âme. Puis cet homme tourne la tête, lentement vers la gauche. Son regard se rapproche, puis le contact se fait. Il regarde Médicis, droit dans les yeux. Le cœur de Médicis s'accélère, il ne comprend pas où il est, ni ce qu'il se passe. Mais avant même de pouvoir bouger, il voit le regard de l'homme au-dessus qui change. Ses yeux s'écarquillent, il ouvre la bouche, baisse ses mains et débombe le torse. Il passe d'un statut de dominateur à un statut de peur, de terreur. Mais c'est lui qui a peur. Sans rien dire, il se retourne et part. Médicis ne comprend toujours pas ce qu'il se passe. Il baisse les yeux et voit une mare de sang à ses pieds. Il sent le sang qui entre dans ses chaussures. Il ferme les yeux quelques instants, puis quand il les ouvre, il voit un grand ciel bleu au-dessus de lui. Il lève la tête et voit le lac qui a atteint ses pieds. L'eau entre dans ses chaussures.
Il se lève d'un bond et s'écarte. Il est encore tremblotant et en sueur. Mais ce n'était rien, juste un rêve. Un bruit sourd se fait entendre. D'un coup, un tourbillon se créa au milieu du lac et aspira l'eau. Le niveau baissait à vue d'œil. Ce phénomène dura quelques secondes. C'est comme si un bouchon de baignoire venait d'être ouvert. Puis ça se stoppa. Le lac était presque à sec. Il restait quelques flaques d'eau qui ne tardèrent pas à grandir par l'afflux d'eau qui continuait de venir depuis la cascade. Toujours perturbé par le rêve qu'il venait de faire, il reprit demi-tour et commença à prendre la route du retour. Il voulait rentrer chez lui. Il habitait dans le village de Boss, à côté de la forêt des Fins, non loin de Honk. Il lui restait quelques minutes de marche lorsqu'il entendit une voix féminine crier. Voilà, on s'arrête là. On est arrivé à la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Vous avez vu ? Ça change, hein. Ça change. Ici, là, j'ai vraiment mis les bases de la direction que je vais prendre dans le podcast. Donc oui, il y a de la beauté, il y a de la contemplation, mais il y a aussi des scènes plus glauques, plus irréelles. Je veux vraiment créer un monde à part entière avec une vraie histoire fantaisiste en fond. Mais bon, maintenant on va passer à la traduction de l'histoire en termes médicaux. Là, je regarde un peu le timing, je sens que l'épisode va être un peu long, donc on avance. Déjà, il y a différentes parties. Chacune représente un type de TCA. On va commencer par poser les bases. Un TCA, c'est une perturbation significative et durable de la prise alimentaire qui a un retentissement somatique, psychologique, familial et social. Ça, c'est vraiment la définition pure et dure. Ça représente 2,2% de la population adulte européenne, avec une prédominance chez les femmes et chez les ados ou les jeunes adultes. On va parler de 3 de ces troubles. L'anorexie mentale, c'est 0,6% de la population. La boulimie, c'est 1% de la population. Et l'hyperphagie boulimique, c'est 3 à 5% de la population. Donc là, si on se base sur l'histoire, on commence avec les chenilles. Ça représente particulièrement l'anorexie. Elle est toute fine, elle mesure 15 cm, parce que cliniquement, l'anorexie mentale, c'est une maladie qui amène le patient à moins de 15% de son poids normal. On peut aussi parler d'un IMC inférieur à 18,5 associé à une peur intense de prendre du poids. Mais d'ici, il a sorti une tomate. Les chenilles, elles aiment beaucoup en temps normal, mais cette fois, elle va reculer. Ça rejoint la définition de l'anorexie mentale qui consiste en 3 points. C'est une restriction des apports énergétiques comparativement aux besoins, qui conduit à un poids qui est significativement bas. C'est aussi une peur intense de prendre du poids alors que le poids est inférieur à la normale. Et enfin, c'est une altération de la perception du poids. Ensuite, Médicis lui donne de l'eau et elle la boit d'un coup parce que la restriction alimentaire peut amener à une potomanie ou au contraire à une restriction hydrique. Puis vient la deuxième chenille qui va manger plusieurs tomates d'un coup avant de les recracher. Ici, on fait référence aux crises hyperphagiques avec comportement purgatif. En fait, dans l'anorexie, il peut y avoir une perte du contrôle alimentaire avec des crises boulimiques, c'est-à-dire des crises où on mange énormément d'un coup. Puis derrière, pour compenser, on va dire, il y aura un comportement purgatif comme des vomissements ou une prise de purgatif, des laxatifs par exemple. Et tout ça peut être associé à une hyperactivité physique, et ça nous permet de classer l'anorexie mentale en 2 types. On a le type restrictif, c'est lié à la restriction alimentaire et ou à l'hyperactivité physique, mais il n'y a pas de crise de boulimie ou de vomissement purgatif. Et d'un autre côté, on a le type purgatif, avec des crises de boulimie et des vomissements ou prises de purgatif. Et tout ça, ça nous donne les 2 premiers critères de l'anorexie, qui sont la restriction des apports énergétiques et la peur intense de prendre du poids. En plus, au bout de plusieurs semaines, il peut y avoir une disparition de la sensation de faim. Et pour préciser, la restriction elle est quantitative et qualitative, c'est-à-dire qu'on va plus manger de sucre ou de matière grasse parce que ça fait grossir. Et donc il y a le 3e critère aussi, c'est l'altération de la perception du poids. Les anorexiques se sentent gros et font un déni de la maigreur, ce qui les amène à ces stratégies de contrôle du poids et l'hyperactivité physique ou la prise de purgatif. Ensuite, Médicis il essaye de stimuler la chenille, mais elle craque. Ça nous permet d'évoquer la principale complication somatique qui est l'ostéoporose. Il faudra faire une ostéodensitométrie pour la rechercher s'il y a une aménorrhée de plus de 6 mois. Parmi les autres complications, on peut retrouver l'hypertransaminasémie, l'hypokaliémie, l'hyponatrémie, l'hypophosphorémie, la leucopénie, l'insuffisance rénale fonctionnelle ou ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque.
mais globalement la majorité des complications sont liées à la dénutrition. Attention quand même, on va parler très brièvement du syndrome de renutrition inadaptée. Ça peut mettre en jeu le pronostic vital, donc il faut y aller doucement. Et je finis sur l'anorexie en précisant qu'il faut faire attention au diagnostic différentiel. C'est pas parce qu'une jeune fille perd du poids que c'est forcément une anorexie mentale. On reprend l'histoire. Dans la suite, on parle du lac qui se remplit mais n'a pas de sortie. Là, on va parler de la boulimie. Au niveau de la définition, c'est une absorption en une période de temps limitée d'une quantité supérieure de nourriture à ce que les autres gens absorberaient dans le même temps. Donc il y a un sentiment de perte de contrôle sur le contrôle alimentaire pendant la crise. Et la fréquence des crises, c'est au moins une fois par semaine pendant 3 mois. Et comme le lac qui se vide soudainement dans la suite de l'histoire, il y a des comportements compensatoires inappropriés, des vomissements provoqués, purgatoires, exercices physiques excessifs. Et la sévérité de la boulimie dépend de la fréquence des crises. Comme pour l'anorexie, là, il y a toujours deux types. Celui avec vomissement ou prise de purgatif et celui sans les vomissements, sans la prise de purgatif. Au niveau des diagnostics différentiels, on va retrouver l'hyperphagie boulimique, l'anorexie mentale de type accès hyperphagique purgatif, les tumeurs cérébrales, l'épilepsie ou le trouble de la personnalité de type borderline. Les complications sont surtout liées aux conduites de purge. Ça peut donner une érosion de l'émail dentaire, une déshydratation extracellulaire, une parotidomégalie, une œsophagite, une hypokaliémie, une hyponatrémie, etc. Vous avez compris tout ce qui peut être lié à la dénutrition, etc. Ensuite, donc là j'ai expliqué très rapidement le lac, j'ai pas vraiment été dans les détails. Mais ensuite on va parler de la scène de guerre pour évoquer l'hyperphagie boulimique. Petit aparté. Cette hyperphagie boulimique arrive souvent après 20 ans, contrairement aux deux précédents. Au niveau de la définition, on est sur les mêmes bases que la boulimie classique, mais les accès hyperphagiques doivent avoir 3 des caractéristiques suivantes. Donc entre manger beaucoup plus rapidement que la normale, manger jusqu'à éprouver une sensation pénible de distension abdominale, manger de grandes quantités sans sensation physique de faim, manger seul parce qu'on est gêné de la quantité qu'on mange, se sentir dégoûté de soi-même, déprimé ou coupable. Donc parmi tout ça, il faut au moins 3 de ces caractéristiques pour pouvoir parler d'accès hyperphagique. Et on le comprend, ces accès peuvent entraîner une détresse marquée. Par contre, ils ne sont pas associés à des comportements compensatoires. C'est la grosse différence avec la boulimie de base, on va dire. Les sujets atteints vont souvent être en surpoids ou obèses. Si on revient sur l'histoire, cet homme qui aspire les âmes, bon j'avoue que la comparaison est un peu tordue, mais c'est juste pour comprendre le fait qu'on mange une grande quantité d'un coup. Et après, quand il croise le regard de Médicis, il a peur, il a honte, il s'enfuit. C'est ce sentiment de gêne de la quantité qu'on mange, se sentir dégoûté de soi. Et finalement, l'hyperphagie boulimique, c'est un comportement qu'on peut retrouver dans les autres troubles, mais c'est aussi un trouble alimentaire en soi qui peut avoir de lourdes répercussions et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ensuite, je vais rajouter quelques petits trucs. Tous les TCA peuvent amener des comorbidités psychiatriques, donc comme des troubles de l'humeur, des idées suicidaires, des conduites addictives, des troubles anxieux ou de la personnalité. Donc les TCA, ça peut avoir de lourdes conséquences psychiatriques. Et là, j'ai parlé entre guillemets des 3 principaux, mais il existe d'autres troubles, comme le pica, où les sujets atteints mangent des substances non alimentaires, ils vont manger de la terre ou des cailloux. Et il y a aussi le méricisme, ça c'est une régurgitation du bol alimentaire qui va être avalé, et ça va se faire plusieurs fois de suite. Donc voilà, je pense que j'ai terminé cet épisode, effectivement il est un peu long, mais ça va encore. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la direction va vous plaire, n'hésitez pas à me faire vos retours évidemment comme d'habitude. Petit à petit vous verrez, l'histoire va se former, vous allez comprendre des détails, vous allez voir un peu ce que j'essaye de faire avec tout ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et moi je vous souhaite de bonnes révisions.